Hello, ça fait longtemps! Depuis le temps, j'ai accumulé plein de rancœur et de frustration. C'est l'heure de tout lâcher. Je vous ai demandé sur Twitter ce qu'était pour vous un youtubeur. Oui bon d'accord, c'était il y a 3 mois, mais entre temps j'ai mis la chaîne en pause parce que j'ai beaucoup travaillé, et donc j'ai perdu des abonnés, donc j'ai déprimé, et puis il y a eu le confinement, et donc je me suis remis au travail, et puis j'ai réécrit ce script, mais j'en avais marre parce que j'y arrivais pas, et puis j'ai redéprimé, et puis j'ai retravaillé. Fais à ma place, Toutoui, j'en ai marre. Et puis il y a eu le déconfinement, et est-ce qu'on en a pas un peu rien à foutre? Rentrons dans le vif du sujet, bordel! Sans trop de surprise parce que je m'y attendais, mais c'était histoire d'être sûr, et en excluant les réponses terre à terre du type bah un youtubeur c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Il y a un critère qui ressort beaucoup, c'est la passion. La passion, cet état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale, cet amour intense, cette énergie vitale qui permet au youtubeur de vivre, de payer son loyer, de manger. Et en même temps, pourquoi manger des aliments physiques quand on peut se nourrir de sa passion? À travers ces années de création vidéo, j'ai pu constater que les motivations des youtubeurs évoluent avec le temps. Et les attentes des viewers aussi. Parfois, l'un projette des attentes sur l'autre, et des fois j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grande incompréhension entre les attentes des youtubeurs envers les viewers. Et vice-versa. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi des gens se mettent à faire des vidéos et pourquoi d'autres les regardent? Parlons de comment ça évolue avec le temps. À quoi pense le youtubeur en herbe quand il lance sa chaîne et avec quelles intentions? Dans quel état d'esprit il est au bout de genre 5 ans? Après, j'aurais pas la prétention de dire dans quel état d'esprit il est une fois qu'il est au sommet de sa gloire, puisque je suis pas au sommet de ma gloire moi, donc je peux pas savoir. Mais je constate aussi des trucs chez mes potos qui ont beaucoup d'abonnés, donc je peux toujours en parler. Il y a des choses que je vais dire auxquelles vous vous attendez pas forcément en tant que viewer et dont vous devez prendre conscience. Peut-être que ça va vous froisser aussi. Je sais pas, on verra. Non pas que j'aime spécialement froisser les autres ou des trucs, mais je vais essayer de faire un effort. Une fois de plus, je parle pas de mon cas personnel, j'essaie de globaliser selon ce que je constate. Et cette fois sans m'arrêter forcément sur le monde de l'urbex, même si thématique de la chaîne oblige, je vais parfois y faire des petites allusions. Allez, on va essayer de faire une récap de ce qui pousse le youtubeur à youtuber et le viewer à viewer. Voici Tubi, la youtubeuse. Ça fait 1 an qu'elle fait des vidéos d'urbex sur YouTube. Elle y met du cœur. Ses abonnés lui disent que c'est bien. Mais en même temps, des abonnés, elle n'en a que quelques centaines. C'est pas grave. Tubi sait qu'elle va très vite percer, car elle a acheté plein de matériel pour faire de belles vidéos. Une caméra, un micro, un bon éclairage et même un drone. Ouf, sacré budget. Elle ne lâche pas. Elle se dit que si elle continue de produire des vidéos de qualité, alors le travail paiera. View est tombé par hasard sur la chaîne de Tubi. Il ne commente pas ses vidéos car il sait jamais trop quoi écrire, mais il like de temps en temps. Il aime bien le style de Tubi, et dans quelques temps, il pourra se vanter d'avoir été l'un de ses tout premiers abonnés. Quand le youtubeur se lance, qu'est-ce qui l'anime? Alors oui, c'est vrai, on parle souvent de la passion. Mais la passion de quoi au juste? La passion du sujet traité en vidéo, me direz-vous. Mais en vrai, ça c'est une raison parmi tant d'autres. Le youtubeur peut être motivé par l'envie d'échanger et de transmettre des choses, se créer une communauté, rencontrer des gens, gagner des skills en audiovisuel, que ce soit en montage ou dans la manière de présenter une vidéo. Ça peut être un besoin de reconnaissance, de se faire remarquer, l'argent, qui peut encore croire à ça. Bref, il y a plein de raisons différentes. Perso, je pense que le mot passion est utilisé de manière un peu abusive. Il y en a qui vont nommer passion leur passe-temps préféré, leur petit hobby du moment, un peu comme ceux qui se disent fans de tel groupe alors qu'au final ils en connaissent que 3 chansons qu'ils aiment bien. Fan, c'est quand même le raccourci du mot fanatique, hein. Et passion, c'est pareil, c'est très fort comme mot à la base. Moi je pense que sur YouTube, il y en a beaucoup qui font ça, hein. Ils parlent juste d'un sujet qu'ils aiment bien, sans être forcément hyper investis dans le truc, genre... Et qui dit vidéo sur YouTube dit public. Et qui dit vidéo sur YouTube dit public. Alors moi, j'observe 2 types de viewers. Celui qui cherche un certain sujet, qui va regarder des vidéos qui parlent de son centre d'intérêt. Appelons-le le viewer intéressé. Et le viewer aguiché, qui va cliquer sur une vidéo parce que le titre l'a interpellé. Lui, il va consommer froidement la vidéo et pas forcément interférer de manière constructive avec le youtubeur. Contrairement à l'intéressé qui lui s'est approprié le sujet et qui pourrait percevoir l'info plus sensiblement. Bon, et donc tout ce petit monde va se rencontrer virtuellement et interagir. C'est le principe même. Tubi est un peu partie en trip. Alors qu'elle était en soirée, elle a filmé une vidéo complètement à l'arrache avec des potes alors qu'ils étaient dans un entrepôt abandonné. Pour la diffuser à ses potes après la soirée, elle l'a postée sur sa chaîne en partant du principe qu'elle allait la supprimer 2 jours après. Sauf que, surprise, la vidéo buzz. Mais alors que le nombre de vues explose, les abonnés grimpent aussi. Tubi est un peu choquée.
Il faut que ce soit la vidéo la plus merdique qu'elle ait jamais faite qui lui amène la reconnaissance du public. View, de son côté, est fâché. En bon urbexeur sérieux et respectueux, il ne peut s'empêcher de lâcher un commentaire sous la vidéo pour faire part de sa déception envers Tubi. Au bout d'un moment, le youtubeur motivé et passionné fait un tellement bon contenu qu'il se fait remarquer et pubé par Doc7, atteint les 50K abos et peut ainsi pérenniser sa production de contenu. Ah bon? Ah ouais? Bon, s'il n'y a plus d'espoir, je me désabonne. Hein. Ouais, j'avoue que la plupart des chaînes que je connais qui marchent bien, dans 75% des cas, c'est issu du pubage de Doc7. Mais laissons au passé ce qui a marché dans le passé. Au bout d'un moment, mais tout ça, donc, ça évolue. Je pense que les chaînes qui vivent le mieux leur rapport à YouTube sont celles qui gagnent en visibilité, en abonnés, en notoriété, en vues, enfin qui gagnent quoi, par une courbe progressive relativement lente mais somme toute régulière. Oui, dans la ZEB Industrie, on fait des stats. C'est la manière la plus saine d'évoluer car le youtubeur s'habitue à son rythme de progression, tout le monde se familiarise avec un contenu qui marche donc qui n'a pas de raison de changer brutalement, pas de risque de rupture, pas de choc émotionnel, ça roule. J'entends beaucoup de réticences entre les youtubeurs à propos du pubage, vous avez dû remarquer qu'à l'heure actuelle ça se fait plus trop. À vrai dire, quand la courbe de croissance est exponentielle, le taux d'engagement n'est pas forcément proportionnel à la quantité d'abonnements. La probabilité d'un écart conséquent entre ces deux données est alors non négligeable. Est-ce que je suis chiante avec mes stats là ? En gros, le risque quand on est pubé ou qu'on connaît un pic d'abonnement, c'est que les nouveaux abonnés vont suivre un peu pour le fun, mais pas forcément pour un engagement réel. Ce qui crée à terme ce qu'on appelle une communauté fantôme. Je connais pas mal de youtubeurs qui sont un peu tombés en déprime suite à un pubage ou un pic d'abonnés, parce qu'ils se sont dit que maintenant qu'il y avait plein de monde qui les suivait, ils allaient pouvoir lancer leur super projet, et que du coup plein de monde allait les suivre. Et puis en fait, bah non, vu qu'il y a un fantôme, ça interagit pas trop. J'imagine que vous devez aussi penser que ça peut tomber dans une forme d'addiction au like, mais en réalité, moi, je constate pas mal de genres de syndrome de l'imposteur qui se mettent en place. Pourquoi d'un coup j'ai plein d'abonnés alors que j'ai rien fait de particulier pour les gagner? Pourquoi moi et pas un autre? Pourquoi j'arrive pas à transférer cet excédent d'abonnés à Zaib, qui elle en serait tellement digne? Ah, je ne mérite pas tout ça. Est-ce qu'on en parle des indécents qui se font pubber et qui après te prennent de haut parce que eux ils ont réussi uniquement grâce à leur travail et parce qu'ils étaient accrochés suffisamment fort à leur passion? Non, on va pas parler d'eux, ils m'énervent. Ah, les youtubeurs, psychologiquement à tous les stades, on est bien. Abonne-toi, like, partage. Waouh, 20 000 abonnés gagnés en moins d'une semaine, c'est très impressionnant. C'est étrange, Tubi sent comme une certaine pression maintenant. Elle ne veut pas décevoir ses nouveaux abonnés. Elle va leur préparer sa meilleure vidéo d'urbex pour les conforter qu'ils ont fait le bon choix de s'abonner. Hop, elle dégote le plus beau spot du monde et fait même péter le drone. Elle met 3 mois à la monter. Et pourtant, à sa sortie, la vidéo flop. Elle est énervée. C'est injuste, personne n'en a rien à foutre de ces vidéos de qualité. View, même s'il a encore en travers le coup des imbéciles qui pètent tout avec de faux sabres laser, admet qu'il a apprécié la dernière vidéo de Tubi. Enfin, il l'admet silencieusement en fait. Il ne pense pas vraiment à laisser un petit commentaire à Tubi pour lui faire savoir. Après tout, elle s'en doute que sur ce coup elle a bien bossé. Pourquoi lui rappeler ? Bon, j'espère que jusque-là vous passez un agréable moment. Parce que c'est à partir de maintenant que cette vidéo va taper. Au bout d'un certain temps, le youtubeur stagnant ou impatient, ou qui n'a pas le sentiment de combler ses attentes vis-à-vis de la création vidéo, peut se remettre en question. Il constate que les contenus que l'on dit putaclic, c'est ça 2018 comme expression, sont plus visionnés et attirent davantage l'attention que ce que lui il fait. Lui qui est si gentil, si innocent, si désintéressé, au bout d'un certain temps va constater des choses et passer un cap en se demandant s'il peut pas mettre en application certaines méthodes qu'il a vu passer chez les putacliqueurs, en gardant autant que possible son sens moral. Ou pas. Et c'est là qu'il peut y avoir clivage, ou en tout cas une mauvaise transition, on va dire, avec le public intéressé dont je parlais au début. Comme vous le savez, YouTube a des codes très particuliers. On est soumis à un algorithme qui va mettre les vidéos en avant de telle ou telle manière. Des gars ont compris que les gens avaient plus tendance à cliquer sur tel type de miniature, étaient plus aguichés par tel type de titre. Ce qui fait qu'en quelques années, on est passé d'un espace de création à un genre de combat marketing où c'est celui qui comprend le mieux ces codes qui s'en sort le mieux. En urbex, il y a des méthodes pour putacliquer ces vidéos et faire plus de vues, mais je vais pas en parler ici. Je pourrais faire une autre vidéo à la limite pour parler du sujet si vous voulez. Si cette vidéo atteint les 500 pouces bleus, j'en parle. Et à 10 000 vues, je prends des urbexeurs en exemple et je les critique. Que dis-je ? Je les juge. C'est tellement moche. Voilà, ça c'est une méthode, mais c'est pas spécifiquement urbex. Vous êtes totalement en droit de remettre en question ma parole sur ce sujet puisque je n'ai pas masse d'abonnés, mais je vous invite aussi à interroger mon sens de l'éthique et à vous demander si j'aurais pas justement évité d'utiliser certaines méthodes sales bien qu'efficaces parce que j'aurais, je sais pas, une certaine dignité.
Ce problème que décrivent souvent les anciens, ceux qui étaient là dès le début, ceux qui ont vu la création diminuer, la passion se dégrader, ceux qui disent que c'était mieux avant, les boomers de YouTube en clair quoi, les YouTube boomers. Ils râlent que maintenant c'est pas bien, que c'était mieux avant, gna 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 gna. Et un bon boomer, bah ils font rien pour que ça s'arrange. Bah oui, vous êtes conscient de tous ces codes, vous vous y opposez en souhaitant des contenus désintéressés. Sauf que c'est pas des codes de manipulation, c'est les codes de YouTube. C'est ça qui permet aux uns et aux autres d'être plus ou moins mis en avant. Vous avez observé l'évolution de YouTube avec ces histoires de codes, d'algorithmes à la con et tout. Vous avez pleine connaissance de tout ça. Et pourtant, les petits jeunes qui connaissent rien et qui font juste ce qu'on leur dit, abonnez-vous, partagez, blablabla, arrivent visiblement bien plus activement à propulser les putacliqueurs en tendance que vous ne propulsez les créateurs. Alors comment ça se fait? Où êtes-vous, les défenseurs de la passion? Vous voudriez que ça revienne comme il y a 10 ans, alors vous vous enfoncez dans votre nostalgie en laissant crever les créateurs qui pourraient prendre la relève. Vous voulez remettre la passion à l'honneur, mais c'est évident que vous ne faites rien pour. En ce moment, Tubi est peu productive. Elle a plutôt tendance à faire ses urbex dans son coin. Elle n'en fait pas forcément une vidéo après. Après tout le monde s'en tamponne de ces lieux incroyables chargés d'histoire et de vieilleries ancestrales. YouTube, c'est juste une plateforme pour se faire remarquer. Pour partager des trucs avec d'autres passionnés, là y a plus personne. La preuve? Tiens, il y a les Animaux Fantastiques 3 qui sort bientôt au ciné. Ça fait pas mal causer en ce moment. Comme c'est le carnaval, Tubi a peinturluré son chat et son chien. Elle s'est dit qu'elle allait profiter de l'occasion pour les filmer en urbex. Allez hop, c'est un peu con mais c'est rigolo. Et voilà, encore une vidéo à l'arrache qui cartonne. View se sent vraiment pris pour un con là. Il ne prend même plus la peine de commenter, il se désabonne juste. Après tout, Tubi semble avoir choisi son camp. Elle n'a plus besoin d'un public comme lui. J'aimerais bien qu'on revienne et qu'on discute tous ensemble, si vous le voulez bien, de cette injonction à la passion. Cette passion évidente que l'on colle tel un post-it sur le front des braves youtubeurs. Que dis-je? Qu'on leur tatoue à la gueule. Non, faut pas que je m'assise sur mon son, sinon ça marche plus. Bon, c'est quoi ça? Est-ce que quand on ouvre sa chaîne, il faut cocher la petite case « Je sous-signé youtubeur accrédité vidéaste opérant pour la plateforme YouTube, assure de par mes fonctions audiovisuelles garantir la diffusion de mon centre d'intérêt passionnel à hauteur d'un plein investissement supérieur ou égal à 75% et soumet de par mon haute températion mon entière personne physique et morale, mes économies personnelles ainsi que tous mes acquis matériels et relationnels aux fluctuations possibles du dit projet. Dans la SEB industrie, on fait du droit aussi. Est-ce qu'il y avait ça comme case à cocher? Non, je ne crois pas. Ou alors peut-être que je l'ai coché, mais comme j'ai rien compris, je me suis fait eu. Merde. Je trouve ça ouf. Pourquoi un contenu serait plus légitime parce qu'il est produit par un passionné? Moi perso, j'existe sur YouTube et je suis pas passionné d'urbex, hein. Oh non, c'est transparent. Pour moi, l'urbex, c'est juste un petit hobby qui me sert de support pour faire mes vidéos. J'aime bien, mais je me ruine pas pour cette activité, je passe pas des heures consacrées à ça, je suis pas 18 heures sur les routes activement en train de chercher des spots. Bref, je vous le dis tout le temps, mais il y en a certains, ils me croient pas, il y en a qui m'ont collé un préjugé sur la tête. Bon, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Une youtubeuse illégitime? Moi, je pense qu'en fait, ça vous rassure de penser qu'un youtubeur est passionné par son sujet parce qu'il y a une sorte de gage d'engagement. Gage d'engagement, ça sonne pas super. Mais c'est en quelque sorte une sécurité de se dire qu'un youtubeur est tellement passionné par ce qu'il fait que du coup, normalement, sa chaîne ne fermera pas de sitôt. Elle va se pérenniser dans le temps et n'importe quoi. Elle va se pérenniser dans le temps et en théorie, le youtubeur ne devrait pas switcher de thématique dès qu'il y a un nouveau sujet à la mode qui se pointe. Entre youtubeurs, on le sait que prétexter de faire des vidéos par passion, ça fait plaisir aux viewers, on gagne en crédibilité. Le viewer valide parce qu'il a décrété qu'un youtubeur passionné, c'est bien. Vous étonnez pas s'il y a des menteurs. Et oui, depuis un petit moment, indirectement, je suis en train d'insinuer que souvent le vrai passionné dans l'histoire, c'est le public. Alors qu'en est-il quand la forme des vidéos devient plus clickbait sur une chaîne YouTube? Autant j'ai l'impression que les viewers à guichet en ont un peu rien à foutre, et s'ils sont insatisfaits par une vidéo, ils vont juste déposer un petit caca-commentaire insignifiant et partir à voir ailleurs. Autant je pense que pour le public intéressé, une tentative de putacliquerie de la part de leur cher youtubeur peut être mal vécue. Pour moi, ce serait parce qu'ils transposent trop de leur pureté à eux sur les épaules du youtubeur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, il y a des ouvers. En gros, il y a des gens, ils aiment ton contenu. Et quand tu veux un peu tout bouger parce que c'est ton contenu et que t'en fais bien ce que tu veux, bah eux ils viennent te dire non, t'as pas le droit parce que je suis le consommateur du contenu et en tant que vieil abonné et connaisseur du sujet, j'ai donc mon mot à dire. C'est d'ailleurs pour ça que des fois on a des commentaires du type « je suis déçu » ou « je te fais pas des critiques, je te donne juste des conseils ». Parce que la personne a beaucoup trop transposé, que dis-je, elle a projeté sa vision du contenu sur le youtubeur. Sauf qu'en fait, viewer, vous n'êtes pas des patrons, les vidéastes ne sont pas des exécutants et vous ne passez pas commande. Et puis est-ce que vous vous demandez si au moins lui il a envie
Pas toujours, hein. C'est pas en râlant sur un créateur, en le rappelant à l'ordre, en lui donnant des pseudo-conseils ou quoi que ça le remettra sur le droit chemin selon votre vision des choses. C'est son espace créatif, c'est votre frustration. Influencer les gens pour que les éléments s'assemblent dans le sens qui vous arrange, c'est pas une attitude très saine, hein. Bah oui, la toxicité, c'est pas très gentil. Est-ce que je suis en train de dire que le viewer à guichet volage est moins difficile à supporter que le viewer passionné qui peut s'enflammer rapidement sous l'effet de l'émotion? J'irai pas jusque-là. Je trouve que les viewers passionnés sont fidèles mais parfois punitifs, les viewers à guichet sont juste frivoles. Si tu es youtubeur et que tu fais un soi-disant faux pas, là où la guichet est indifférent, le passionné, dans son comportement le plus extrême, ne pardonnera pas. Mais de toute manière, la vraie question à se poser c'est, la passion est-elle gage de qualité ? Perso, en vrai, je pense pas. Je pense qu'on peut être extrêmement passionné par un sujet, mais présenter ça de manière merdique, pas du tout pédagogue, et être extrêmement ennuyeux. Tout comme on peut être quelqu'un qui n'a pas vraiment de sujet de prédilection, mais être charismatique et amusant et savoir bien présenter en vidéo. C'est d'ailleurs tout le concept des membres de la Redbox dont les contenus cartonnent, au cas où vous l'auriez pas remarqué. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt la personne qui fait le succès d'une chaîne. Alors la grande qualité d'un youtubeur, c'est d'être passionné ou de savoir bien présenter? Moi, je pense que c'est plutôt la deuxième proposition. Voilà, moi je pense pas que la passion soit critère de réussite sur YouTube, ni gage d'un bon rapport avec sa communauté. Et perso, je trouve que c'est une grande intelligence d'arriver à percevoir ces choses qui font réagir le public, d'arriver à actionner ces leviers émotionnels qui permettent de se mettre en avant et surtout de savoir bien le faire. C'est tout un art, autant il y a des putacliqueurs sales qui sont vraiment pas subtils et quand tu ziotes leur vidéo, tu pleures à moitié d'avoir cliqué dessus. Autant il y en a d'autres, t'es vraiment bien content qu'ils aient eu le talent de savoir te faire venir jusqu'à eux. Ouais, en vrai, moi j'aimerais trop savoir putacliquer mes vidéos, hein. Et d'ailleurs, pour ce qui est de l'urbex, je m'interroge pas mal. Est-ce qu'on s'abonne à une chaîne plutôt pour les spots visités, pour la personne qui présente, pour les bonnes qualités audiovisuelles? Oui, ça dépend de la chaîne, je sais, mais puisqu'on est là, je m'interroge sur la sauce qui prend le mieux. Parce que les youtubeurs urbexeurs qui marchent en ce moment, au final, je trouve que les spots qui montrent, on les voit un peu partout. C'est pas follement bien filmé, c'est pas des personnes qui débordent de charisme non plus. Ils se montrent en selfie, mais si encore il y avait des paroles drôles ou pertinentes qui accompagnaient leur tête, mais là même pas, hein. Oh, je sais pas, j'entrevois des choses. Je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet, comme je disais précédemment. Alors oui, moi aussi au début, je pensais que c'était le travail de qualité qui permettait de s'en sortir sur cette plateforme de sauvage. Et au bout de ces quelques années, j'ai compris que le système YouTube, c'était... Qui est votre commandant? Le grappin est notre maître. Il choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Oh, c'est vraiment grotesque. C'est totalement ça, hein. Les youtubeurs sont persuadés qu'ils sont choisis parce qu'ils sont audiovisuellement bons, alors qu'en réalité, il y a une grosse part de chance là-dedans. Encore que cette chance peut être heureusement augmentée grâce à de bonnes capacités de communication. Et par là, j'entends évidemment savoir faire une vidéo présentable dans sa forme, que ce soit le contenu, les miniatures, bref, tout ça on connaît. Mais aussi savoir où diffuser son contenu, être sympa, savoir faire les bonnes collabs, se trouver les bons contacts. Bah vraiment comme en entreprise quoi. Toi quand t'es jeune, tu crois que tu vas réussir dans le monde du travail parce que t'as une scolarité de qualité, alors que la réalité c'est que ta paye va descendre... La tristesse. Alors que la réalité c'est que ta paye va dépendre de comment tu sais jouer le jeu social, comment tu sais placer tes pions et tout ça quoi. Naïf, va. Je crois pas non plus que la thématique de la chaîne puisse être un vrai argument de réussite, hein. C'est pas parce que t'ouvres une chaîne sur Fortnite que ça t'apporte automatiquement une grosse communauté et une belle réussite sur la plateforme. On voit des chaînes qui grattent tous les sujets à la mode mais qui percent pas spécialement, et d'autres avec un sujet de niche qui ont une belle notoriété. Moi je pense même pas que ça vienne de la bonne qualité technique des vidéos, hein, mais vraiment la manière de présenter et de communiquer sur ton sujet et l'investissement que tu vas mettre là-dedans qui vont vraiment peser dans la balance. Ça me rappelle une discussion avec Aslak, on discutait de notre nombre d'abonnés et lui il y a quelques années il s'était fait peubé par Doc7. Je lui dis oui, moi je fais de l'urbex mais qui tourne pas mal, un peu en mode marrant. Et il me dit ah bah c'est pour ça que ton public est petit, t'es la seule à faire ça, c'est un sujet de niche quand même. Et 10 minutes après il me dit moi sur ma chaîne je parle d'armes, je suis le seul en France à faire ça. Je pense que c'est pour ça que ma chaîne a le vent en poupe. Mec, voilà, ce genre de choses, je l'entends souvent en fait, et c'est marrant de voir comme un simple fait peut devenir un argument de réussite ou de défaite selon la situation du youtubeur en fait. J'imagine que c'est une sorte de biais cognitif. Sauf que la vérité, c'est que c'est pas parce que tu présentes un sujet de niche sur ta chaîne que tu vas avoir plus d'abonnés. Et c'est pas parce que tu présentes un sujet de niche sur ta chaîne que tu vas être plus invisible. C'est pas parce que t'es ultra passionné que tu vas y arriver. C'est pas parce que t'es ultra passionné que tu vas pas y arriver. Bref, si on devait trouver ce qui pourrait expliquer la différence entre Aslak et moi, c'est que déjà lui s'est pas trompé de mail de contact quand il a envoyé son salut internet à Doc7. Putain, j'en ai marre de fail. Après, le pubage, ça lui a donné une bonne motivation à produire, mais aussi à se déplacer dans des conventions et festivals, à faire des collabs avec d'autres youtubeurs de son niveau, créant ainsi un cercle vertueux pendant que d'autres se morfondent sur leurs échecs.
Demande de partenariat, YouTube Money qui tombe gentiment, reconnaissance du public. Mais Tubi hésite à continuer les vidéos. Elle n'était pas venue sur YouTube pour ça. Elle voulait partager sa passion. Mais aussi faire découvrir l'urbex au grand public, ouvrir les yeux des gens, les intéresser au patrimoine, les faire explorer par procuration. Et au lieu de ça, on l'applaudit juste quand elle fait la débile. Elle surjoue quand elle se filme dans les lieux abandonnés. Elle ne ment pas à sa communauté, elle surfe juste sur une ambiguïté qui exagère la réalité, ce qui fait venir les viewers à elle. Ça génère des moyens qui lui permettent d'urbexer sans contrariété. C'est vrai qu'avant elle investissait beaucoup, pour ne pas dire elle se ruinait pour transmettre sa passion. Maintenant elle est presque payée pour la pratiquer. Mais tant pis, elle vit ses exploits de son côté, et elle ne montrera au public que ce qu'il veut visiblement voir. Elle passe moins de temps au montage, et devient plus avare de réactions sincères. À quoi bon? View va lâcher l'affaire. Il voit bien que maintenant Tubi ne fait ça que pour l'argent. Et bah qu'elle en profite bien de sa thune, qu'elle aille s'acheter une grosse bagnole et s'offrir des séjours en villa de luxe. Mais c'est certainement pas avec son watch time qu'elle va se les payer. Ce que j'inviterais bien les viewers à faire, c'est un jour de réaliser une vidéo YouTube calquée sur le style de leur youtubeur favori. Et aussi de leur youtubeur détesté, tiens. Mais vraiment, de pousser le truc jusqu'au montage, de faire la miniature et puis après de mettre ça en privé, juste pour se rendre compte des putains de contraintes que ça implique de créer une vidéo. C'est beaucoup de logistique, idéalement faut avoir les ressources financières pour pouvoir créer ça tranquille. Des proches qui soutiennent un minimum, faut être équipé matériellement et moralement aussi. Car après, si vous en avez le courage, pourquoi pas justement passer votre production en ligne, en public, histoire de voir les retombées. Et oui, le passage de la conception à la diffusion en public, rendez-vous compte que c'est un certain stress. C'est une communication à gérer, tout ça c'est à prendre en compte. Parce que j'ai l'impression que souvent le viewer, il cause, mais au final, il sait pas. Rien de plus agaçant que de se taper des pseudo-conseils hyper naïfs dans une personne qui ne se rend pas compte de ce que toute sa suggestion implique. Je vous donne un petit exemple dans mon cas. Pour réaliser une vidéo, je trouve un spot. Je trouve un ami pour visiter le spot avec moi parce que par sécurité, j'y vais pas seule. Une fois qu'on est sur place et seulement une fois qu'on est rentré dans le bâtiment parce que ça non plus c'est pas assuré, là je commence à filmer un peu à la volée parce que je me balade avant tout. Donc en 2-3 heures on fait le tour et hop zou, moi j'ai mes rushs pris un peu rapidement mais voilà, on est content de notre visite et c'est le principal. Puis chacun rentre chez soi et après moi devant mon PC je revisionne mes rushs et je vois comment les monter pour créer un résultat agréable au visionnage et qui met en avant l'expérience d'exploration. Si j'avais voulu faire des vidéos contemplatives, il aurait fallu que j'ai du meilleur matériel audiovisuel, au moins un stabilisateur caméra et ça je conçois qu'il m'en faut vraiment un. Il faudrait que je travaille un peu plus mes plans, donc que je prévois plus de temps pour filmer mieux que juste comme ça à la volée. Donc là j'irai plus juste pour me balader avant tout, mais pour une vraie démarche audiovisuelle plus sérieuse déjà. Il faudra que mon pote soit patient parce qu'une fois qu'on aura fait les 2-3 heures d'explo, il faudra qu'il m'attende le temps que je fasse les plans. En ce moment, j'ai très envie de réaliser des vidéos un petit peu comme Tev d'ici Japon il fait. Tev, si un jour si tu vois cette vidéo, sache que j'aime beaucoup ta chaîne et les Candy Sandbox, mais il faut que je me détende parce qu'il la verra jamais de toute façon ma vidéo. Je parle pas forcément des X-Sites, mais dans ces vidéos en général il y a un mec qui le filme et puis lui il fait sa balade tranquille, des fois il se tourne vers la caméra pour dire un petit truc, et puis voilà, il continue sa vie et en même temps il continue d'être filmé par son collègue. Des fois il allume sa propre caméra, il dit un petit truc vite fait, bref, c'est posé quoi. Donc pour ça, il faudrait que j'achète une deuxième caméra pour le pote qui m'accompagnerait. Il faudrait que le pote en question accepte de me filmer en continu. Il faudrait que je le forme à bien filmer parce que figurez-vous que j'ai déjà laissé ma caméra à des potes qui m'accompagnent en urbex, mais je vous ai épargné les plans histoire d'éviter un mal de mer. Donc le pote n'est plus vraiment un pote, ça devient un assistant. Donc autant moi je me décharge parce que je peux enfin visiter le spot tranquillement, sans penser à filmer, sans penser à mes plans et tout, autant pour lui, ça devient une vraie mission, du travail, donc faudrait qu'il y gagne quelque chose. Moi j'ai trop d'ego pour laisser apparaître un deuxième visage sur ma chaîne, donc il faut que je réfléchisse à une rémunération. La Zeb Industries va sérieusement envisager de recruter un stagiaire en audiovisuel. Bref, est-ce que vous voyez ce qu'une simple chose implique et tout l'investissement que ça demande derrière? Là, concernant ma chaîne, on va beaucoup parler du temps investi sur les lieux, du matériel, des conditions météo. Bref, il y a des trucs, un travail de fond, des fois, on soupçonne pas. Donc se prendre des réflexions de la part de gens qui essaient même pas de supposer que derrière un résultat, il y a du travail. Essayer de créer soi-même un contenu, ça permet aussi de comprendre le principe de se créer un personnage derrière la caméra. Perso, j'en fais partie, de ces gens qui se dissimulent un peu, qui se préservent derrière un personnage. Là, vous me voyez souvent dans les vidéos, les blagounettes, sourire. En vrai, je suis pas comme ça, ok? Quelque part, c'est bien de prendre un peu de distance avec le contenu qui nous est proposé et la personne qui s'adresse à nous. Il y a des choses qu'on peut comprendre ou supposer au niveau technique et logistique, mais n'étant pas dans la tête ni dans la vie du youtubeur, on sait pas forcément tout ce que ça implique pour lui derrière moralement, émotionnellement, psychologiquement, financièrement, etc. Mais c'est pas un reproche que je vous fais là. Des fois, le youtubeur en parle, d'autres fois non.
Sur certains aspects, peut-être qu'il fait beaucoup de sacrifices, mais s'il décide de le garder pour lui, bah vous pouvez pas en être conscient. C'est pas un reproche, c'est un fait. Et à l'inverse, il y a certains autres aspects que vous soupçonnez même pas et qui l'épanouissent de ouf. Moi, je pourrais faire mes explorations urbaines dans mon coin sans me filmer, y a pas de souci. Mais je me sens poussée d'une forte envie de partager mes anecdotes, alors même que je suis pas passionnée d'urbex comme je vous le disais avant. Je parle peu de mes raisons profondes de pourquoi j'ai ouvert ma propre chaîne, j'ai pas trop envie d'en parler à vrai dire. Bon, si un jour j'atteins les 50 000 abonnés, je ferai une vidéo pour en parler. Voilà, comme ça j'en parlerai jamais. Mais voilà, les viewers attendent quelque chose et les youtubeurs font selon leurs ressources. Donc voilà, les gens qui te projettent à la gueule leurs envies personnelles du style à quand un drone dans tes explos? Mais quand tu m'auras donné le budget, les ressources, le temps et l'envie de me bouger le cul à ta place. Pas de soucis mon gars, je te fais un devis. Oh attention, si j'écrabouille le son, on va entendre mon cul. Et n'oubliez pas que tous les youtubeurs ne sont pas calqués sur le même modèle et issus du même moule et qui n'ont pas tous les mêmes buts, les mêmes attentes et les mêmes espérances dans leur démarche. C'est un peu comme tous les êtres humains en fait. Après toute cette déferlante de reproches, vous êtes en droit de me dire oui Zeb t'es bien mignonne de nous engueuler depuis tout à l'heure comme du poisson pourri alors que nous on supporte ta trouche de grognasse depuis plusieurs minutes. Je dirais que pour obtenir un rapport sain et apaisé entre les individus, il faut réfléchir à ce qui nous anime les uns les autres, dans nos raisons intérieures profondes qui nous poussent à faire ou à consommer tel ou tel type de vidéo. Oui, après les stats, après le droit, la Zeb Industrie se lance dans le développement personnel. Ce que je voudrais surtout dire ici, c'est que c'est pas super constructif de juger les raisons des uns et des autres. L'idée, c'est pas de se dire « Ah, il veut se faire de l'argent, c'est pas bien. Ah, il veut partager sa passion, c'est bien. » À mon sens, le public n'a pas à juger du degré de louabilité du vidéaste à s'exprimer sur la plateforme. Il n'y a pas de titre de noblesse à acquérir auprès de vous. Vous d'ailleurs, vous avez le droit de regarder des vidéos pour des raisons très saines, ou pour des raisons très creuses. Aucun youtubeur ne vous jugera pour la raison pour laquelle vous le regardez. C'est pas fondamentalement, bordel. C'est pas fondamentalement mal de faire ça pour vouloir gagner de l'argent, ni fondamentalement bien de faire ça parce qu'on est passionné. Je pense qu'un youtubeur n'a pas à se justifier, c'est normal d'être respectueux envers sa communauté, mais il n'a aucune obligation de transparence ni d'assistance envers qui que ce soit en fait. Ça, c'est une opinion qui n'engage que moi. Je sais que d'autres youtubeurs, notamment ceux qui arrivent à vivre de leurs revenus, considèrent que c'est normal d'être ultra présent pour leur communauté, d'être très transparent avec eux. Bon, je sais pas, ça dépend des points de vue. Quand on devient un personnage public, peut-être qu'on se sent une certaine redevabilité envers le public et qu'on se sent un devoir de transparence et qu'on l'informe autant que possible et qu'on se rend au maximum disponible parce que ça fait partie du métier, je sais pas. Moi je vivrais un peu ça comme si j'étais salarié et qu'en fin de mois j'étais censée justifier ma paye, ce que j'ai fait pour la mériter, ce que je compte en faire, et du coup il faudra que je présente toutes mes intentions louables et surtout ne pas dire que je compte investir la moitié dans de la coke et des gigolos, sinon c'est mal vu. À la Zeb Industrie, on offre aux employés la coke et les gigolos. Est-ce que je m'égarerais pas un peu dans mon sujet ? Voilà, je vous ai donné mon point de vue à la fois en tant que youtubeuse et vieweuse, comme ça vous avez une vision des deux côtés de l'écran. En gros, moi je pense qu'on a des raisons profondes et personnelles de vouloir se mettre à faire des vidéos, que le public est indispensable mais qui doit savoir garder du recul et rester respectueux, que YouTube n'est pas une méritocratie donc c'est pas parce que t'es passionné très très fort que tu vas mieux y arriver que les autres, ou que ça te donne plus de légitimité à faire des vidéos, et qu'un bon youtubeur est un bon communicant avant tout. Chacun a plus ou moins de talent dans sa manière d'appâter le chaland, des fois c'est avec élégance et subtilité, et d'autres fois c'est sale et sans éthique. Et quand on sait pas trop, on teste des méthodes et des fois c'est un peu maladroit. Je pense que viewer comme youtubeur, chacun a sa part de responsabilité, mais chacun n'opère pas sur la situation de la même manière puisque l'un dépend directement des interactions que lui accorde l'autre. Putain, ça fait quoi, 5 mois que je t'écris un script alors que je t'ai torché ça en 3 phrases? Sérieux? Je ne peux que vous inciter à mettre en avant votre youtubeur favori pour éviter qu'il se remette en question, qu'il recherche son identité sur YouTube et qu'il perde ainsi son âme dans la putacliquerie. Les anciens qui disent « Oui, de mon temps, YouTube c'était mieux avant, il y avait des gens vraiment passionnés, gna 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 ». En vrai, soyez là quoi. Vous êtes des acteurs de la réussite des uns et des autres. Les chiffres montrent bien qu'on valorise le contenu facile, alors pourquoi vous n'apportez pas de reconnaissance à ceux qui taffent vraiment leur contenu? Vous les faites culpabiliser en disant qu'ils ne devraient rien espérer de plus que le simple droit d'exprimer leur petite passion. Du coup, ils culpabilisent à communiquer sur leur taf à l'avantage des putacliqueurs. Et après,
Vous vous étonnez de ce qui est mis en avant? Notre cerveau a vachement de mal à concevoir la chance ou le hasard et essaie la plupart du temps de rationaliser ce qui lui arrive. Du coup, le youtubeur va faire des efforts, mais quand il n'arrive pas à se démarquer ou à capter l'attention d'une communauté, il va d'abord penser qu'il est responsable, que c'est de sa faute. Donc il va tester des méthodes pour attirer votre attention et espérer obtenir la reconnaissance qu'il estime mériter. Lui en voulez pas. Et pour ce faire, moi je vous apprends rien, mais les outils de type abonnement, like, commentaire, partage, ça aide de ouf. J'ai eu beaucoup de mal à écrire cette vidéo, car en fait j'avais trop d'idées qui se mélangeaient dans ma tête et j'arrivais pas à ordonner tout ça. Je remercie beaucoup Justine Durand qui m'a suggéré l'idée de raconter à quelqu'un ce que je voulais dire, comme ça forcerait mon cerveau à ordonner les pensées. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, mon petit chat, la passion, c'est de la merde. Oui, mon tutoui, tu as raison, je vais l'ajouter dans la vidéo. Et pour achever le truc une bonne fois pour toutes, j'ai tout bouclé un lendemain de cuite parce que sinon je repassais tout le temps sur mes notes et du coup j'arrivais pas à aboutir le truc. Tous des connards! Toi là, tu peux apporter ta propre vision des choses en commentaire et me dire aussi ce que tu penses de mon raisonnement. Si tu penses que... Ouais, c'est pas faux. Ou à l'inverse... Ça n'est pas lumineux, c'est de la merdasse. Moi je vous dis à la prochaine vidéo que je sortirai quand celle-ci aura atteint les 50 000 vues, les 10 000 likes et les 3 000 coms. Allez, on se refuse plus rien. À plus.